Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 3e saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Ray, directrice de l'association Mountain Riders. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique et ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui? Waouh. Bien sûr, merci pour cet accueil. J'ai un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait une école supérieure de commerce avec une intention assez claire pendant 5 ans. C'est de pouvoir aller chercher un petit peu toutes les bonnes pratiques en termes de management, de développement, pour les appliquer à l'époque, ce qui n'existait finalement pas encore vraiment, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est avec cette intention-là que j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Puis, je me suis ensuite spécialisée, j'ai refait un master qui a un nom barbare, mais qui est super intéressant, qui est le master CEST, Stratégie économique du sport et du tourisme. Avec pour objectif d'allier en fait mes envies de développement de projet et mon amour pour la montagne et son économie, en tout cas sa façon d'y vivre, et c'est comme ça qu'en fait j'ai allié mon parcours, on va dire universitaire, et puis ponctuer tout ça de différentes expériences chez des équipementiers, en tout cas dans ce microcosme montagnard, chez des médias. J'ai fait quelques mois chez TV8 Mont-Blanc, mais aussi au pôle montagne du Dauphiné Libéré, en passant par Fusalp ou Hammersport, pour arriver en fait à mettre sur pied et à m'engager chez Mountain Riders dans un service civique volontaire. C'était tout le début du volontariat à cette époque-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée finalement dans cette folle aventure, en faisant une année de volontariat et en créant mon poste. Et puis petit à petit, en grandissant au sein de cette association. Alors, en quelle année t'es arrivée en service civil chez les Moutons Riders? J'y suis arrivée en 2019-2010. Donc il y a maintenant 12 ans. Tu veux dire? Ouais, oui, 2009-2010. Ok, et donc tu as été recrutée comme salariée en 2011-2012? Ouais, c'est ça, 2011. Okay. Voilà, 2011, et j'ai commencé par des sujets, on n'était pas nombreux à l'époque, des sujets liés à la mobilisation des bénévoles, à la communication, à la sensibilisation. C'est une organisation dans laquelle il y a une forte valeur du couteau suisse, et on faisait aussi à l'époque beaucoup d'événementiels, et c'est vrai que j'avais pu par ailleurs développer ces compétences-là. Donc, je suis vraiment rentrée par cette porte de la mobilisation et de la com en fait, pour au fur et à mesure développer des projets et puis prendre la fonction de direction en 2015. Alors, au mois de juin l'année dernière, on a eu le plaisir de fêter les 20 ans de l'association. C'était une journée très forte en émotion. Est-ce que tu peux nous présenter Mountain Riders et nous dire que fait cette association et quelles sont ses valeurs?
Mountain Riders, c'est avant tout un rassemblement, un regroupement d'individus particuliers, pratiquants, habitants de la montagne, qui partagent une passion, celle de la montagne, de sa pratique sportive, mais à des niveaux complètement différents, qui habitent ou simplement qui aiment s'y rendre. Et donc, ce qui nous rassemble chez Mountain Riders, c'est, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a dans notre asso des métiers et des profils complètement variés et différents, et on ne regroupe pas des gens dont la montagne est le travail. C'est important de le souligner. Certains, oui, mais pas tous. On a des infirmières, on a des institutrices, c'est très varié. Et en fait, ce qui nous rassemble, c'est finalement le plaisir que nous procure la montagne et notre envie forte de préserver ces espaces, mais ces espaces de pratique, ces espaces économiques, ces espaces de vie, pour pouvoir finalement pratiquer le plus longtemps possible. C'est assez égoïste au départ comme intention. Et donc ça, c'est qui on est vraiment. Et puis, on a en 20 ans développé nos activités autour d'un objet qui est celui d'accompagner le développement durable, la transition écologique des territoires de montagne. Et pour ça, on a forcément mis en œuvre différents projets, différents moyens d'agir qui passent à la fois par l'éducation, qui est un gros mot, mais je crois qu'il faut pas en avoir peur aujourd'hui, on en a besoin. Éduquer les publics jeunesse. Alors là, je pense que tout le monde doit se dire, bah oui, effectivement, l'éducation passe par les jeunes, bien entendu. C'est effectivement un essentiel pour construire le monde de demain, mais c'est pas suffisant et c'est surtout irresponsable de penser que seul le public jeunesse est à sensibiliser. Aujourd'hui, les élus, les acteurs économiques ont un rôle essentiel et c'est pour ça qu'on travaille en parallèle de travailler sur la jeunesse, à l'accompagnement de ces publics qui prennent des décisions, qui sont élus sur les territoires ou qui sont des dirigeants d'entreprises de la filière. Et c'est pour ça que finalement on a cette double activité où on accompagne ces différents publics. Et concrètement, on accompagne sur quoi ? On accompagne sur des questions de climat, sur des questions de consommation responsable. Finalement, pour nous, la montagne, c'est un formidable terrain d'expérimentation de ce que peut être l'éco-citoyenneté. Finalement, ce qu'on attend de nous en tant que citoyens, la montagne, elle nous permet de le vivre. Et du coup, on utilise ce terrain, ce terreau-là, pour embarquer les jeunes dans ces dynamiques. Donc très clairement, on les emmène en montagne, on va parler climat en montagne. Et puis, pour ce qui est des élus et des acteurs économiques, là, on travaille sur d'autres programmes comme celui de Montagne Zéro Déchet ou du Flocon Vert, qui sont vraiment des processus d'accompagnement et de passage à l'action. Oui, donc en fait, c'est une démarche qui s'inscrit également dans la mouvance d'un sujet que l'on nomme donc le capital immatériel, où effectivement, comment on peut se développer de façon respectueuse pour l'homme, respectueuse pour les territoires, respectueuse pour l'ensemble des écosystèmes vivants. Et là, effectivement, en t'adressant aux enfants, mais également aux entreprises, tu leur mets le doigt sur la responsabilité également qu'ils ont tous. Et vous les accompagnez en termes de conseils, de prise de conscience, de formation. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le type d'accompagnement ou des retours d'expérience un peu plus précis? Oui, alors on les accompagne vraiment à agir. Donc forcément il y a une partie de conseil, mais c'est pas le cœur de notre action. Nous, le cœur, c'est la mise en mouvement. C'est comment on passe d'une stratégie, d'une intention, d'une belle feuille de route, donc à la mise en mouvement très concrète et opérationnelle d'une démarche de transition ou d'une démarche de RSE.
Très concrètement, si je prends l'exemple d'une destination touristique de montagne et que je rentre un petit peu dans ce qu'est le flocon vert, ça passe par une phase de diagnostic partagé où en fait on va chercher à aller impliquer l'ensemble des parties prenantes de cette destination touristique. On va les faire travailler ensemble autour déjà de ce qu'ils possèdent et de l'existant. Pour partager finalement un langage commun. Et c'est dans cette phase-là où on va aussi beaucoup sensibiliser, informer, acculturer, parce quand on parle de ces sujets-là, j'entends le climat, le développement durable, la RSE, on a quand même beaucoup d'imaginaires différents, on a des recueils, des représentations qui sont littéralement bien souvent opposés, et en fait tant qu'on partage pas ce langage commun, on va continuer un petit peu d'être dans l'incompréhension de l'autre. Et du coup c'est pour ça qu'on prend une grosse phase pour finalement entre guillemets se mettre d'accord sur les termes et pour enfin engager un travail concret sur un plan d'action lié à un référentiel qu'on a créé dans le cadre du flocon vert qui permet de voir où on en est, qui permet de progresser et d'agir très concrètement à la fois à court terme et à long terme, parce qu'on voit bien que le temps long aujourd'hui c'est souvent ce qui manque, de se projeter dans le temps long, et c'est un exercice qui est pas évident, mais qui est indispensable, et encore plus pour nos montagnes qui voient les effets du réchauffement climatique au quotidien. Et pour autant, il est hyper important aussi d'agir sur le temps court, parce que c'est ce qui va créer la motivation, c'est ce qui va créer finalement la satisfaction d'agir, de voir des résultats. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on accompagne les acteurs, notamment à travers le flocon vert, mais aussi au travers de programmes finalement, je dirais encore plus concrets qu'est le programme Montagne Zéro Déchet, où là on va vraiment partir de déchets qu'on va retrouver sur les espaces de pratique, sur les domaines skiables, sur les territoires de montagne plus globalement, et où partie de ce constat-là, on va voir comment on peut enrayer finalement ce phénomène de déchets sauvages à échelle du territoire. Juste pour que nos auditeurs comprennent, quels sont les types de déchets que vous collectez dans le cadre des actions que vous conduisez avec Mountain Riders, et peut-être que tu peux nous parler aussi de ces actions de nettoyage. Oui, alors effectivement, dans ce programme Montagne Zéro Déchet, je vous parle effectivement de l'entrée accompagnement des acteurs, mais c'est aussi, l'intention première de ce programme, c'est de mobiliser les citoyens, que ce soit la population locale, les visiteurs, les pratiquants qui habitent un petit peu plus loin, les citadins, à participer à ces opérations sur une journée, et qui visent réellement à nettoyer en fait les espaces de pratique qui ont des effets de pollution sur les sols, sur l'eau, sur de la pollution visuelle, et ces déchets, c'est à la fois des déchets qui sont issus de la pratique, de la consommation quotidienne, donc ça va être beaucoup de plastique, c'est près de la moitié aujourd'hui des déchets qu'on ramasse sont du plastique. C'est aussi de l'aluminium, du papier d'emballage, et puis aussi des déchets issus des travaux, de la maintenance faite par les professionnels. Donc là, on est sur une bonne répartition de responsabilités, à la fois citoyenne et professionnelle. Et du coup, on est à travers le fait d'agir concrètement et de ramasser. Pour nous, c'est une porte d'entrée de la sensibilisation très concrète à ce qu'est le déchet, et comment aujourd'hui ces déchets, il faut vraiment les voir comme des ressources, et comment on assume finalement avoir des déchets sur son territoire, et on en fait une force. C'est aussi un gros sujet, mais c'est une vraie porte d'entrée facile pour parler de transition et pour parler de climat et de consommation responsable. Alors juste pour autant, pour qu'on se rende compte, c'est quoi le déchet le plus irréel que vous ayez ramassé sur un domaine skiable dans le cadre des opérations Mountain Riders? Oh là là, des déchets insolites et irréels, on en a pas mal. Ça va du sous-vêtement en passant par des ossements de bêtes bizarres, des déguisements, mais des pneus aussi, des frigos qui sont un peu plus de l'ordre du commun, même si aujourd'hui on en voit de moins en moins. Des frigos sur un domaine skiable? Ouais, parfois quand on a dans des stations de type modèle intégré des logements qui sont pas loin des domaines skiables, il y a 15 ans en arrière, on vidait un peu les appartements
par le balcon et on retrouvait des fauteuils, des canapés, des frigos. Enfin, il faut bien voir qu'en 20 ans, la typologie des déchets a considérablement évolué, bien que le volume de déchets a finalement pas tant baissé que ça. Hein. C'est un petit peu ce qui aujourd'hui nous met en alerte, c'est que des déchets on en ramasse toujours et beaucoup trop. Par ailleurs, la typologie a vraiment changé. Donc oui, on a ramassé des choses improbables et puis après on ramasse des choses un peu plus de l'ordre du commun, de type gants, bâtons, ski, évidemment le mégot qui est toujours très présent, et surtout ces dernières années une montée assez dingue du plastique, hein. Qu'on retrouve de manière permanente après chaque saison. Voilà, donc c'est vrai que cette entrée déchets, elle est hyper intéressante pour créer le dialogue. Par contre, aujourd'hui, elle est complètement insuffisante. C'est-à-dire que il faut, en tout cas, nous aujourd'hui, on essaie de transformer ce ramassage en outil de prise à la décision. C'est-à-dire qu'il faut que les élus, à cet instant T, quand on caractérise, en fait, à la fin d'un ramassage, on caractérise l'ensemble des déchets. Ça veut dire qu'on les range par typologie de déchets et qu'on observe, qu'on retrouve 200 mégots, qu'on va ramasser 200 kilos de plastique. On va aujourd'hui demander aux élus de mettre en place, avec les acteurs, avec les acteurs économiques, les socioprofessionnels, des plans d'action très concrets pour qu'on arrive à horizon, en tout cas nous on s'est donné cette ambition, à horizon 2030, de voir considérablement bouger ces lignes et ces résultats-là. Et ça, ce sont des indicateurs que vous allez suivre, par exemple, sur un domaine skiable chaque année, avec un ramassage sur une zone qui, par exemple, va être identique, de manière à pouvoir dire oui ou non, les actions qui ont été mises en œuvre portent leurs fruits ou pas du tout. Comment vous tracez ça justement avec cet objectif? Oui. Alors du coup, on a monté un projet dans le projet, hein, c'est-à-dire qu'on mène effectivement sur 6 territoires cette année et les 2 prochaines années des ramassages qui vont se faire sur des périmètres identiques. Avec des conditions identiques pour pouvoir mesurer justement cette diminution. Enfin, on espère cette diminution. Donc pour ça, on a des méthodes d'évaluation, des méthodes de caractérisation qui sont bien précises et avec qui on partage beaucoup, d'ailleurs avec d'autres structures qui mènent ces combats-là sur le littoral, mais aussi en tout cas qui agissent en fait à d'autres endroits du bassin versant de l'eau. Et c'est des acteurs avec qui on travaille conjointement et on monte des méthodologies d'analyse similaires pour pouvoir aussi comparer nos résultats. À quoi ressemble ton quotidien, une journée type? Parce que du coup, il y a beaucoup de missions entre la sensibilisation, l'éducation, le ramassage. Pas une journée type, on va dire une semaine type. Comment elle se déroule pour Camille Ray? C'est une super bonne question et je pense que c'est ce qui fait que je suis passionnée par ce que je fais, c'est que j'ai pas de journée ou semaine type, ou alors en tout cas c'est pas, c'est des semaines qui sont composées à la fois de temps de beaucoup d'administratifs, ça c'est important de le dire aussi, de la gestion. Du management de plus en plus, aujourd'hui on est 13 chez Mountain Riders, mais aussi beaucoup de terrain. Ce que j'appelle terrain, c'est par exemple cette semaine, je suis 2 journées sur le terrain en accompagnement d'acteurs en station ou en réunion avec des acteurs du réseau pour essayer de faire bouger les lignes dans la filière. Donc c'est globalement un agenda très dynamique et qui se construit autour de temps vraiment d'action et d'accompagnement et de temps très interne finalement, d'organisation et de développement de l'association et de l'équipe. Et dans ce quotidien, depuis
plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote d'une situation incroyable que tu as vécue? Ouais, cette question, elle est, elle demande pas mal d'introspection. Donc à chaud, j'ai plein de souvenirs marquants. Je crois notamment celui des 20 ans, mais du coup, Armelle, tu en as parlé tout à l'heure, hein, quand on a fêté nos 20 ans l'année dernière, ça a été un moment assez ouf, hyper fort en émotion, et puis peut-être aussi une prise de conscience de tout le chemin parcouru et de finalement tous ces acteurs qui sont là autour de nous et qui croient aujourd'hui à ce qu'on fait, et donc ça a été un moment assez dingue. Pour avoir vécu les 10 ans, c'était pas du tout la même intensité. Et après, j'ai plein de petits moments qui sont des moments un peu pépites, ou quand on lance, par exemple, la démarche Flocon Vert, ou quand je vais rencontrer les acteurs pour la première fois, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui savent pas comment s'y prendre, et que je les rencontre à ce moment-là, il y a toujours une énergie incroyable. Enfin, je repars toujours avec une énergie absolument débordante, parce qu'en fait, je sens que les lignes, elles sont en train de bouger, et que la prise de conscience, elle est là, et que simplement on rentre dans une ère de grands changements, et qu'on est tous en train de s'armer pour y parvenir. Et ça, c'est des petits moments qui donnent la pêche, ouais. Ouais, sur les 20 ans, c'était assez irréel parce que j'ai envie de dire, il y avait tout ce que la montagne compte de personnalités importantes, y compris des gens qui, pendant des années, étaient plutôt dans une forme d'opposition, de critique plus ou moins bienveillante, ou parfois très malveillante, qui étaient présents et qui étaient sur des postures très constructives, très positives, et y compris pour moi, c'était une grande surprise et une grande émotion d'assister à ce rassemblement. De ouf malade, comme l'a qualifié l'un des fondateurs de l'association. Ouais, c'était un moment incroyable. Et du coup, à contrario, si tu regardes ton parcours, est-ce que tu as, selon toi, commis une grosse erreur, et qu'est-ce que tu en retiens? Ouais, des erreurs, je pense que j'en ai fait plein, même je pense que j'en ai même pas conscientisé certaines. Mais si je devais en retenir une, alors après je sais pas si c'est une erreur, c'est que dans mon parcours, en tout cas quand j'ai pris mes fonctions de direction, à ce moment-là, il y a quelque chose que j'ai creusé et dans lequel je crois beaucoup. C'est la gouvernance partagée, et je me suis formée à ça avec des gens passionnants de l'université du Nou, et j'ai pendant 2 ans je me suis finalement un petit peu formée, j'ai baigné dans cette culture-là, et qui teinte aussi aujourd'hui un peu nos projets, hein. Mais je suis revenue de ce parcours avec une intention sans doute un peu trop ambitieuse et égocentrée sur mon envie de changer les choses chez Mountain Riders, de voir la gouvernance partagée s'installer dans l'association. Et puis voilà, je pense que j'étais très impatiente, et les choses, elles se sont pas passées comme je l'avais imaginé, parce qu'en fait tout ça demande du temps. Et je pense que c'est là à la fois peut-être la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de mettre trop d'espoir et d'envie sur cette partie-là. Et ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que, en fait, on change un comportement en au moins 10 ans. Donc forcément, tout ça, c'est du temps long. Oui, donc la notion d'holocratie te parle, c'est des éléments c'est des descriptifs qui te sont chers, en fait. C'est un petit peu cette idée-là que tu souhaitais appliquer. Mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est comme de la même manière, vous éduquez, vous sensibilisez, ça ne se met pas en œuvre juste avec le bon sens et la volonté de certains, malheureusement. Exactement. C'est tout à fait ça. D'où l'erreur. Donc je sais pas si c'est une erreur. En tout cas, voilà, c'est un apprentissage. Exactement. Et quelles ont été du coup tes plus grandes satisfactions ou ton plus grand accomplissement sur ces 10 dernières années? Il y en a eu tellement, je sais qu'il faut que tu en choisisses un seul. Ouais, non, mais du coup, il y en a plein, et je pense aujourd'hui, en tout cas, le plus grand accomplissement,
c'est d'avoir justement un petit peu amené cette sensibilité, en tout cas, au faire ensemble, mais qui est quelque chose qu'on prône, hein, dont on était un peu obligé de s'appliquer en interne, mais de voir aujourd'hui comment, en fait, Mountain Riders, en fait, je dirais que mon plus bel accomplissement, c'est que Mountain Riders n'est pas incarné par une personne. Je pense que c'est la plus belle chose, c'est qu'aujourd'hui, Mountain Riders, c'est une équipe de salariés avec des compétences qui s'affirment, qui prend la parole, des bénévoles engagés, des coprésidents et vraiment, je pense que et on a vraiment encore beaucoup à parcourir là-dessus, mais on est en chemin et je pense que ça, c'est en tout cas, je passe un accomplissement. En tout cas, c'est une belle étape. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai souvenir du 10e anniversaire qui était à Chambéry. Et à l'époque, c'était Laurent Burget qui était le directeur. Et on sortait de quelques années très difficiles où il y avait eu du chômage technique, une équipe qui diminuait en nombre de personnes, mais aussi des adhérents qui étaient très difficiles à mobiliser. Et je constate que toi, tu as pris la direction très peu de temps après et tu as réalisé quelque chose qui semblait à l'époque très difficile, qui était de remobiliser les troupes, de retrouver du financement aussi parce que sur une période où vous aviez perdu vos plus grands financeurs, puisque la personne qui a pris la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de couper les financements de toutes les associations caritatives, se rendant absolument pas compte des effets dévastateurs que ça aurait sur le tissu économique local et sur tout un tas d'aspects sociaux. Et toi, malgré ça, t'as réussi à reconstruire une équipe, à remobiliser les adhérents, les bénévoles et à conduire des projets qui étaient naissant à l'époque, hein. Le Flocon Vert, il avait 2 ou 3 ans d'existence seulement, pour ne nommer que celui-là, mais il y en a plein d'autres. Ouais, mais je pense je suis arrivée dans cette phase où effectivement on avait on avait un peu traversé pas mal de difficultés, mais je pense qu'il fallait qu'on les traverse pour arriver à ça, hein. Je mettrais pas du tout ces phases en opposition. Je pense que à l'époque avec Laurent, on avait aussi pour le coup cette âme un petit peu de pionnier à vouloir du coup faire des propositions qui étaient clairement pas entendues à l'époque, hein, et on a aussi voulu aller au bout de ces propositions, ce qui nous a causé des difficultés, mais on les aurait pas vécues à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Donc ça a été effectivement une grosse étape qui nous a vraiment fait grandir par la suite, mais qui a demandé en fait beaucoup d'efforts à nos bénévoles, mais aussi à l'équipe, hein. Moi, j'ai avec moi une équipe, mais il faut imaginer ô combien de passionnés, de gens qui effectivement ont des fortes valeurs mais qui mettent une énergie dans ce projet collectif qui est assez hallucinant. Et je crois que voilà, c'est vraiment un challenge qu'on a relevé collectivement et je pense qu'aussi on est aidé depuis ces 5 dernières années d'un contexte où après 20 ans, on s'aperçoit que toutes les graines qu'on a semées depuis 15 années, elles sont en train de payer aussi dans ces 5 dernières. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder un petit peu tout ça. Enfin voilà, sur ces 20 ans, beaucoup de choses ont permis d'être là où on en est aujourd'hui. Et justement, entre l'industrie du tourisme outdoor et le sujet de la RSE, qui sont 2 sujets qui ont beaucoup bougé ces 10 dernières années, quelles sont les évolutions qui t'ont marqué, en particulier justement sur cette dimension RSE dans la montagne? Est-ce qu'il y a des points clés comme ça où à un moment donné tu t'es dit: «Là, on a passé un palier, là, c'était quelque chose d'important»?
Mmh. Ouais, il y a effectivement, c'est vrai qu'il y a des étapes assez clés que j'ai bien en tête. Il y a cette étape un peu il y a cette étape un petit peu post-pacte écologique. On est dans les années 2008, 2009, 2010 où là, clairement, nous, on ne travaille qu'avec des climato-sceptiques. On a co-construit une charte, des éco-guides, mais clairement, on informe des gens convaincus qui ne représentent que 0,03% de la population. Et ça, c'est un peu les années dures où, en fait, ces sujets RSE ne sont traduits que par faire un bilan carbone. Je s'attire un petit peu, mais c'était les folles années de on mesure, mais surtout on ne fait que mesurer, on fait rien avec. Et on en a fait partie, hein. Nous, pendant quelques années, on a fait du bilan carbone à la chaîne. Et c'est pour ça qu'on a arrêté. Et puis il y a quand même cette phase un petit peu enfin d'ailleurs où il y a la COP de Paris qui arrive par la suite, où on voit les prises de conscience qui commencent à être martelées, les messages sont répétés. Et nous en montagne à ce moment-là, bon bah c'est merci l'alignement des planètes, hein, mais pendant cette même période, on a des premiers hivers sans neige qui se répètent. Et on n'est que sur enfin là pour le coup je parle de météo, hein, mais ces phénomènes répétés successivement 3 hivers sans neige ont commencé vraiment à corréler ce qui se passait médiatiquement de manière un petit peu globale, internationale, COP21, à l'échelle très locale de ok en fait nous aussi ici ça bouge et on commence à voir les effets. Donc ça, c'était, je dirais, 2014, 2015, et puis 2016, et puis ces 5 dernières années, clairement, là, on est rentré dans une vague d'accélération accentuée par la crise sanitaire et économique qu'on vit là, mais qui avait déjà démarré avant, hein, qui avait démarré à la veille de cette crise, où on arrivait, je pense, à une prise de conscience des acteurs de la montagne qui était en nombre, c'est-à-dire qu'on avait inversé, il y avait plus de conscients que d'inconscients, et on commençait vraiment à être dans ok, en fait, on est hyper conscient, mais comment on agit, et on ne sait pas comment agir. On ne sait pas comment mettre en mouvement. Et nous, on s'en est aperçu à ce moment-là, parce que c'est là où le flocon vert a commencé à être non plus une injonction donnée aux acteurs, ou quelque chose de contraignant ou de pénible, mais bien une solution. Et ça s'est passé, je dirais, 2017, ça a commencé. Et aujourd'hui, on en est là, et ce qu'on est en train de vivre ne fait qu'accélérer les choses. Et du coup, maintenant que le flocon vert est devenu désirable, comment tu vois l'avenir du tourisme, et en particulier en montagne, ou comment tu aimerais qu'il soit dans les 10 prochaines années ? Waouh. Grosse question. Parce que moi j'ai des images quand tu me poses cette question-là. J'ai des images plutôt positives d'une montagne où la mobilité serait autre, ou peut-être nos déplacements seraient différents, un tourisme peut-être plus effectivement diffus. Et moins concentré avec je pense des personnes, des habitants qui viennent vivre en montagne, qui viennent s'installer. Enfin, j'ai une vision un rêve en tout cas assez doux, et avec où la vie serait douce et belle en montagne, et où on aurait un modèle économique plutôt qui vise à se rééclater un petit peu entre les différentes forces économiques qu'on a aujourd'hui, qu'elles soient touristiques ou agricoles ou industrielles d'ailleurs, mais qu'on arrive à un équilibre plus résilient, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le rêve que j'ai. Et en même temps, voilà, il y a pas mal d'utopie dans ce que je dis. Parce que pour y parvenir, je vois des étapes pour le coup beaucoup plus ingrates et compliquées et difficiles pour parvenir à cette espèce de vision rêvée, et qui s'applique à la montagne et au tourisme, mais je pense à n'importe quelle en fait organisation. C'est que là, on va rentrer dans des périodes où il va falloir passer par des étapes un peu ingrates, que sont de vraiment viser à sensibiliser un maximum
de personnes dans les équipes, mais je pense au domaine skiable, aux offices du tourisme, mais à l'ensemble des organisations qui forment la filière. C'est-à-dire que tout ça ne soit plus une histoire de leaders ou de dirigeants qui prennent conscience et qui veulent agir, mais là on rentre dans l'étape où on va devoir embarquer tout le monde. Et ça veut dire concrètement mettre des moyens sur de la formation, sur la montée en compétences, sur inventer les nouveaux métiers. Et sur faire ce truc ingrat, hein, vraiment, enfin moi c'est comme ça que je l'observe et que je le vis, c'est de se dire ah ouais ok là on a sensibilisé 20 personnes, en fait il va falloir sensibiliser les 600 collaborateurs. Et c'est vraiment ce changement d'échelle parce que sans ça sans doute ça n'ira pas assez vite. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je pense qu'il y a un point qui va être crucial, mais quelque chose sur lequel on travaille tous. C'est cet enjeu de gouvernance et que moi j'appelle un peu de libérer le pouvoir. C'est comment on va s'en remettre aussi à de nouvelles formes de gouvernance et de prise de décision dans nos territoires pour en fait simplement permettre à l'énergie de chacun de venir contribuer au chantier qui a à relever, parce que les chantiers ils sont quand même ambitieux et nombreux. Et puis finalement notre capacité à tous, chez Mountain Riders, nous les premiers, c'est-à-dire comment on arrive aussi à se dire que demain nos activités elles vont évoluer, comment on arrive à avoir cette agilité d'organisation pour demain finalement réinventer nos métiers tous autant qu'on est, comment à horizon 30 ans un domaine skiable aura peut-être une autre raison d'être. Et ça je dis pas ça pour faire peur, bien au contraire, mais c'est comment aujourd'hui dès maintenant on commence à mettre ça en perspective, parce que c'est la transformation dans laquelle on va être, et la nécessaire transition. Transiter ça veut dire ça, ça veut dire passer d'un état à un autre, et c'est pas la transition n'est pas mettre en place des actions pour accepter en tout cas pour viser un niveau de confort identique à celui qu'on a aujourd'hui. Donc il y a aussi, c'est pour ça que cet aspect, cet enjeu d'éducation, il est essentiel, parce qu'en fait on va devoir tous à notre niveau accepter de faire moins mais mieux, de vivre avec moins mais mieux, et c'est vraiment c'est des mots qui sont un peu des gros mots qui sont faciles à dire. Mais c'est pour ça que l'éducation est une des clés de ça, parce qu'il va falloir vraiment le mettre en œuvre. Merci beaucoup Camille Régoré d'avoir été notre invitée. Voici les points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que il faut se créer un langage commun pour pouvoir engager un travail efficace sur un plan d'action en matière de développement durable en montagne. Le second, c'est que pour tous ceux qui doivent conduire des changements dans leur organisation, rappelez-vous qu'il va falloir passer par des étapes ingrates et qu'il faut compter 10 ans pour changer les comportements. Et je terminerai cet épisode par une question. Avons-nous vraiment 10 ans pour conduire les changements qui s'imposent ? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, c'est sûrement qu'il vous a intéressé. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous les leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à retrouver dimanche prochain un nouvel invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.